va attendre juste une toute petite minute, le temps que les autres personnes nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que le chat fonctionne bien en me écrivant d'où vous venez? Voilà, comme ça, on sait si le chat fonctionne bien, même si j'ai les premiers messages. Florent, bonjour. Bonjour à Diane. Désolé, c'est en direct à côté. Nouveau, hop, du Var. J'espère que vous avez beau temps dans le Var. Saint-Cloud, de Lille, Évry, Genève, Madagascar. On a toujours quelqu'un qui vient de Madagascar ou proche. Donc, merci de représenter fièrement la région à chacun de nos webinars. Paris, bon, plutôt voisin aussi. Bon, de toute façon, Charlène dit ça parce qu'elle est de l'île Maurice et puis elle va pouvoir se présenter bientôt pour parler de ce webinaire. Donc trop bien, on voit que le chat fonctionne bien, on est bon. Écoutez, je vous propose sans plus tarder d'accueillir donc nos deux invités, nos deux speakers, on va dire, donc Charlène et Johanna, qui vont vous parler de ce sujet très important. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Johanna, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Bon, trop bien. Est-ce que avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler donc du webinaire, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter pour que nos invités sachent qui vous êtes, ce que vous faites? Yes. Allez, Johanna, je commence si tu veux. Ouais. Du coup, Charlène Aubry, actuellement, je suis fondatrice de Talent Catcher, donc une entreprise qui aide les recruteurs à attirer des candidats sans les chasser, notamment grâce à la création de contenu. Mais avant ça, j'ai exercé pendant 10 ans dans le recrutement. Donc, le sujet du jour, autant dire que j'y ai été confrontée de nombreuses fois. J'ai été beaucoup de fois en galère de candidature et du coup, j'ai toujours cherché à changer mes pratiques, notamment beaucoup m'inspirer du marketing pour attirer des candidats et soulager bien les équipes recrutement et nos besoins. Voilà. Super, donc moi c'est Johanna, je suis Head of Marketing chez Talent France. J'ai 15 ans d'expérience en marketing et communication en France et en Allemagne dans divers types d'entreprises. Et ça fait 5 ans que je suis chez Talent. Je suis spécialiste d'inbound marketing, donc moi ma spécialité c'est d'attirer des prospects ou des clients sur les sites internet des entreprises, mais on va voir que ça a beaucoup de similitudes en fait avec le recrutement et comment attirer des recrutements sans devoir les chasser. J'ai aussi eu l'occasion lors de ma carrière de recruter à de nombreuses reprises différents types de profils et aujourd'hui j'ai la chance de travailler chez Talent qui propose des solutions RH avec un ATS Talent Recruity, un SIRH Talent HR Manager et je peux utiliser au quotidien ces outils et donc je peux aussi apporter mon expérience sur l'utilisation de Talent Recruity. Trop bien. Merci à vous les filles pour cette présentation. Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet et vous poser les questions justement pour que les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent peut-être rencontrer ce problème, donc pas assez de bonnes candidatures et trouver les différentes solutions. Donc quand on a créé un peu ce webinaire tous les trois, on a cherché un titre un peu provocateur qui était pas assez de bonnes candidatures et si le problème venait de vous, l'idée est évidemment d'interpeller les personnes pour se poser la question de peut-être il y a des choses dans mon processus de recrutement ou même en amont qui font que je suis peut-être pas assez visible. Et justement, pour répondre à ce webinaire, on va avoir à peu près 6 parties, pardon. 5 parties. On va dire, je vais compter l'introduction dedans, 5 parties pour vraiment répondre à ce sujet-là. Pour justement débuter tout ça, je propose qu'on attaque la partie vraiment marque employeur et comment l'important d'une bonne marque employeur, ça va en fait vous aider à avoir plus de bonnes candidatures pour vos recrutements. Et du coup, je me permets donc de poser la première question. Aujourd'hui, comment en fait une bonne marque employeur, une marque employeur forte en fait, est bien définie? Est-ce qu'elle peut comment elle peut véritablement en fait attirer plus de candidats qualifiés? Peut-être pour te répondre, Maxime. Déjà, dites-nous dans le chat, je vais pas forcément redéfinir la marque employeur, mais si certains en ont besoin, vous n'hésitez pas, on peut redéfinir ce que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, plus que derrière le terme marque employeur, c'est tout simplement que les candidats se projettent. Et en fait, quand vous avez une marque employeur inexistante ou faible, enfin, on peut difficilement pas avoir de marque employeur, on a toujours un peu une réputation en tant qu'employeur, mais du moins quand elle est faible,
où elle est peu connue des candidats, eh bien, vous allez avoir un effort de recrutement beaucoup plus important. Parce que déjà, eh bien, il faut que les candidats vous trouvent. Et s'ils n'ont pas connaissance que vous existez ou que vous recrutez, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que vous allez devoir aller vers les personnes. Mais là aussi, si ils savent pas si c'est chouette, pas chouette de bosser chez vous, bah, ça veut dire qu'il y a un effort pour convaincre les candidats de vous approcher aussi qui va être important. Donc, clairement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une marque employeur qui est forte, ça va réduire l'effort de recrutement. Et on va avoir des candidats qui viennent plus facilement vers nous, vers l'entreprise, vers le recruteur, s'ils connaissent l'entreprise, s'ils la comprennent, s'ils l'apprécient, et aussi surtout s'ils se projettent dedans. Il y a tous des entreprises qu'on apprécie, où on sait que la marque employeur est forte, genre, je sais pas, Google, par exemple, Microsoft, mais peut-être qu'il y a des personnes qui disent, ouais, c'est juste une entreprise géniale, ça me permettrait de développer mes compétences, mais je me vois pas du tout travailler autant, ou travailler dans cette ville, etc. Donc, il y a vraiment tous ces facteurs combinés. Il faut que les candidats vous connaissent, vous comprennent, enfin, comprennent ce que vous faites, apprécient, et surtout aussi qu'ils s'identifient. Et aujourd'hui, eh bien, le plus facile pour justement que les candidats puissent répondre à ces questions et se projettent, bah, c'est tout simplement de partager vos coulisses, de vous rendre visible et de partager justement votre marque employeur, de la montrer de l'intérieur, de faire en sorte que les candidats eh bien, voient comment ça se passe. Et tu le sais, Maxime, moi, mon dada pour ça, c'est l'employé advocacy. C'est vraiment le fait de pas uniquement se baser sur l'entreprise qui communique sur sa marque employeur, mais surtout de donner la parole aux collaborateurs, de leur faire confiance pour qu'ils communiquent justement sur ce qui se passe et comment ils vivent leur expérience au sein de leur entreprise. Trop bien. Merci, Sharon, pour l'intro. Je me permets juste de faire un tout petit crochet par rapport à ce que j'ai pas dit en intro. Je pose des questions, mais aussi vous dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. L'idée, c'est que si quelque chose vous interpelle ou vous n'avez pas compris, mettez-le dans le chat, on y répondra le plus vite possible. Petit crochet encore une fois pour LinkedIn, ceux qui nous suivent sur LinkedIn, il y a un décalage entre le vrai live et celui sur LinkedIn, donc vos questions arriveront peut-être un peu plus tard, donc on essaiera quand même d'y répondre le plus vite possible. J'en prends juste une très rapidement de Florian. On ne pourra pas répondre en détail parce que Florent vous demandait de définir en détail ce qu'est une marque employeur. Peut-être que Sharon, très rapidement, en quelques mots, marque employeur, si tu peux leur définir, s'il te plaît. Ouais. J'étais en train de répondre à l'écrit, mais c'est tout simplement la réputation en tant qu'employeur. C'est pour ça que je disais, on ne peut pas ne pas avoir de marque employeur, parce que même le boucher en bas de la rue, finalement, il a une réputation. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a travaillé chez lui. Il vous a dit, ah bah c'est chouette, c'est pas chouette, etc. Ça fait partie de la marque employeur. Donc c'est tout simplement ce que les personnes savent de vous en tant qu'employeur. Parfois, c'est différent qu'en tant que marque commerciale. Je prenais l'exemple de, je sais pas, Google ou, je sais pas, Tesla. Peut-être que j'adore la marque Tesla commercialement, mais que je me projette pas du tout de travailler chez Tesla. Donc, la marque employeur peut être différente de la marque commerciale et donc de la réputation commerciale. Et moi, ce que j'aime bien dire, et la petite définition qu'on peut tous retenir, c'est tout simplement ce qui se passe au sein de l'entreprise et qui se voit à l'extérieur de l'entreprise. Parce que des fois, on peut être un employeur superbe, mais on ne communique pas du tout dessus, et donc du coup, personne ne le sait. Voilà ce que je peux dire simplement. Merci. J'espère que du coup, Julien, Florent, pardon, ça répond à votre question. Et du coup, moi, je me permets d'enchaîner. Du coup, si on repart du début, aujourd'hui, pour toi, quelles seraient les premières actions qu'une entreprise devrait mettre en place justement pour améliorer la marque employeur de son entreprise? Oui. Bah, par rapport à ça, je dirais, comme j'insistais dessus, je l'ai réécrit dans le chat pour que tout le monde le saisisse bien. Effectivement, la marque employeur, ça doit partir de ce qui se vit vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Donc, souvent, quand on fait le constat justement qu'on a une marque employeur, soit inexistante, soit négative, ou imaginons, on a eu un bad buzz dans l'entreprise et donc du coup, on a une réputation, personne n'a envie de venir travailler chez nous. Le travail, il va pas être sur la partie marketing et communication, dont pourra nous parler Johanna, mais il va déjà être en interne. Donc déjà, si on a envie d'être un employeur plus attirant, il faut travailler sur vraiment ce qui se passe dans l'entreprise, sur l'expérience collaborateur. Si on a envie d'être une entreprise, je sais pas moi, qui attire les jeunes, peut-être qu'il va falloir en interne faire en sorte que on cesse avec, je sais pas, le vouvoiement ou des codes vestimentaires qui plairaient pas à notre cible. Donc, il va falloir déjà se poser la question sur qui on est et est-ce que l'image qu'on a envie de renvoyer, c'est vraiment ce qu'on est à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ce travail de savoir qui on est, souvent ce que
L'on appelle en marque employeur l'Employee Value Proposition, le VP. Donc, une fois qu'on sait qui on est, ce qu'on peut proposer véritablement aux personnes, on va se poser sur l'identification de ces personas. Et aussi, Johanna, tu pourras compléter parce que c'est la Tout même à chose fait. en Ouais, marketing. exactement. Ouais. Effectivement, c'est toujours important quand on veut diffuser un message de savoir à qui on veut s'adresser. Et si je vous donne un exemple, si demain vous recrutez un stagiaire en marketing et en même temps un expert comptable senior, bah peut-être que vous n'allez pas utiliser la même tonalité de message. Peut-être que dans une offre vous allez tutoyer, dans l'autre vous allez vous voyer. Peut-être que vous allez diffuser une offre sur LinkedIn, une offre sur TikTok, j'en sais rien. Donc effectivement, c'est important aussi de vous poser la question de qui est-ce que je veux attirer, qui sont mes personas candidats idéaux. Et ensuite, eh bien, tout simplement, de vous rendre visible, donc de rendre visible le VP, ce que vous avez à proposer, ce que vous avez travaillé, et de la rendre visible sur les bons canaux, avec les bons formats pour attirer vos candidats. Je ne sais pas, Johanna, si tu peux compléter, toujours pareil avec les parallèles marketing là-dessus. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça, Charlène. C'est exactement les mêmes tactiques en marketing. On communique pas la même chose à tout le monde. Quand on shoot dans une audience qui est très large, bah, on n'arrive à rien. Donc, il faut à chaque fois adapter son message. Et adapter ses canaux de communication, comme tu disais, en fonction de l'âge, se demander, OK, où sont mes candidats? Si je recrute, par exemple, des cols bleus, on va aller les chercher à un autre endroit que sur LinkedIn, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes, en fait, entre le marketing et le recrutement sur ces tactiques-là. Ok. Et du coup, donc là, on a un peu suivi là, cette espèce de ligne par rapport à comment la marque employeur doit raisonner vraiment avec les talents qu'on souhaite attirer. Et si on prend l'inverse, c'est-à-dire les erreurs justement qu'on doit éviter de faire au plus possible lorsqu'on crée justement sa marque employeur pour attirer les candidats qu'on souhaite cibler par rapport à cette typologie de poste, type d'entreprise, etc. Ouais. Je dirais que l'erreur, pardon, la plus courante, c'est de parler que de l'entreprise et de pas parler des métiers, des équipes, de ce qu'on a à proposer. Justement, je rebondis, Florent, à nouveau sur l'employee value proposition. Vraiment, ce qui vous rend différent. Et ce qui va intéresser un candidat, c'est pas de lire tout un pavé sur l'entreprise, nous sommes les leaders de notre secteur, nous avons 300 personnes, etc. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui va faire que je me projette dans une entreprise. Qu'est-ce que l'on a concrètement à m'apporter? Et là aussi, le parallèle marketing, quand, je sais pas, vous recherchez, allez, un régime minceur, on va dire, vous vous en fichez de savoir exactement le détail du régime et qu'on vous vende, eh ben, on est une entreprise qui fait des régimes depuis 30 ans, etc. Ce que vous voulez lire et ce qui va vous convaincre, c'est on s'engage à ce que vous perdiez du poids en 3 semaines avec seulement 2 repas par jour, j'en sais rien, je n'y connais rien, c'est pas mon sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut s'intéresser, il faut parler à la personne que vous souhaitez séduire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne parlent que d'elles pour espérer attirer les candidats. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir effectivement se poser la question de qu'est-ce qui ce dont ont envie vos candidats et qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Donc ça, je dirais que c'est la première erreur. Et aussi, parfois, on a envie de mettre en avant eh bien, que les bons côtés de l'entreprise. Et donc, on se retrouve avec un marketing employeur très lisse, sans aspérité. Et pourtant, c'est pas ça qui marche. Typiquement, si je vous donne un exemple d'une marque employeur forte en France, c'est Decathlon. Eh bien, Decathlon communique sur le fait que si t'es pas sportif, ça sert à rien de postuler chez nous parce que tu vas d'une part t'ennuyer, tu vas devoir courir dans tout le magasin. Il communique aussi sur le fait que eh bien c'est cool de travailler, je sais pas, le dimanche parce que du coup ça va te permettre d'avoir un jour off le mardi et que le mardi tu peux faire ceci, cela. Ils sont pas en train de communiquer sur le fait, bah oui, chez nous, vous allez travailler du lundi au vendredi parce que c'est faux, et qu'ils préfèrent tout simplement éliminer d'entrée de jeu les personnes qui n'auraient pas envie de travailler le week-end pour justement attirer les bonnes personnes. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur de ne pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et à contrario, une marque employeur qui est un petit peu clivante, en tout cas qui est réelle sur ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, va attirer les bonnes personnes et va aussi éviter qu'il y ait des désillusions a posteriori. En fait, que les candidats soient séduits par votre marque employeur, postulent, voire même vous rejoignent et après se disent, oh là là, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et je peux me permettre aussi de tu as cité Decathlon, mais est-ce qu'il n'y a pas,
je te lance une fausse perche. Une entreprise que tu connais bien, qui a une belle marque employeur, mais qui n'est pas portée par l'entreprise, mais par ses salariés. Tu veux me faire un début, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, Oui, 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 effectivement. Nous, on accompagne plein d'entreprises justement à créer, à animer leur communauté d'ambassadeurs. D'ailleurs, hier, Decathlon a lancé sa communauté d'ambassadeurs. Mais effectivement, je vois là où tu veux en venir, Maxime, c'est effectivement Saint-Gobain sur la filière bâtiment distribution France. Donc tous les magasins Point P, Dispano, etc. Si vous êtes bricoleur, vous voyez ce dont je parle. Ils vont souhaiter justement se rendre plus visibles sur les canaux où sont vraiment présents leurs collaborateurs, enfin leurs candidats. Et en l'occurrence, bien sur les métiers du bâtiment, de la distribution, Instagram et TikTok sont vraiment les deux canaux privilégiés par rapport à LinkedIn, typiquement. Donc, on a créé une communauté d'ambassadeurs il y a plus d'1 an avec Saint-Gobain et ils ont fait le choix en fait, de leur laisser la main. Donc, si vous allez, je vais vous mettre les liens juste après, quand j'arrête de parler, sur leur page Instagram et sur leur page TikTok, vous verrez que c'est 100% les collaborateurs en fait qui créent le contenu et qui animent la page. Donc c'est même pas l'équipe com, l'équipe marketing qui crée des contenus, c'est vraiment les collaborateurs. Nous, notre rôle avec Talent Catcher, c'est justement de les former, de leur donner des codes, leur parler un peu des trends, mais jamais de leur demander de faire des contenus. C'est un collaborateur qui se dit ah bah tiens. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai une journée cool au boulot, j'ai envie de partager un peu 24 heures dans ma vie chez Dispado, et bien je vais créer une vidéo ou un carrousel ou autre. Effectivement, c'est un contenu qui fonctionne de plus en plus. Mais je pense là, Johanna, on peut aussi faire le lien avec ce qui s'est passé côté client avec l'UGC, User Generated Content. Et maintenant, on est vraiment dans une ère aussi de l'EGC, de l'Employee Generated Content. Florent, tu vas être content avec tous ces acronymes. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que je précise. Tout à fait, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Luc? Pas, dis-moi. Je voulais peut-être revenir rapidement sur tout ce qui était l'employé advocacy parce que tu l'as évoqué, Charlène, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour recruter plus facilement et à moindre coût. Ça joue aussi pas mal avec les employés qui vont venir recommander l'entreprise parce que là, c'est les employés qui vont venir recommander des candidats et qui vont pouvoir coopter des anciens collègues ou des gens de leur réseau, et ça marche super bien. C'est très efficace parce que du coup, l'employé peut partager son expérience de l'entreprise et recommander à la personne qui pense être un bon fit pour cette entreprise. Et on a des outils qui sont bien adaptés pour ça, notamment permis avec les ATS, où tu as à l'intérieur de l'ATS une partie outils de cooptation où chaque employé peut venir recommander facilement, référer les candidats qu'il souhaite. Et il y a des programmes avec des incentives, donc on va pouvoir être récompensé via des bonus ou même via des voyages des fois. Par exemple, chez Talent, on a ce programme de recommandation où tous les ans, donc on recommande pour des postes qui sont ouverts des employés de des personnes de notre réseau. Et en fait, à la fin de l'année, tous ceux qui ont participé, qui ont recommandé, font partie d'un jeu concours et on peut gagner un voyage. On est tiré au sort, on peut gagner un voyage. Je sais qu'une de nos collègues avait gagné un voyage en Italie grâce à ça. Donc, c'est aussi des façons intéressantes d'utiliser en fait les gens en interne, sa propre marque, ses propres employés pour faire la promotion de l'entreprise et recommander. Et c'est assez efficace. Top. Merci beaucoup, Johanna, pour la petite précision. Et je me permets juste je me trompais de message à côté. Sur LinkedIn, je sais qu'on a partagé le fait que Solène, qui est d'Île-de-France, était très d'accord avec toi, Charlène, par rapport au fait qu'il est important de ne pas dissimuler les difficultés de l'organisation, et surtout dans les secteurs tendus émotionnellement, et je pense notamment au secteur de la santé. Donc, c'était un commentaire qui nous venait de LinkedIn. Ouais. Et d'ailleurs, on a des communautés d'ambassadeurs dans la santé, des soignants notamment, et à 100%, je pense que c'est vraiment important de partager les plus, les moins, et tout simplement de faire en sorte d'attirer les bonnes personnes qui vont fitter avec votre organisation. Et peut-être pour vous donner un exemple qui parle
sans doute au plus grand nombre. Moi, j'ai certains de nos clients qui ne proposent pas de télétravail. Et donc, ça ne sert à rien de faire miroiter peut-être 2 jours dans 6 mois à validation de période d'essai. Si vous savez que vous ne proposez pas de télétravail ou votre entreprise n'est pas mature sur le sujet, il faut être clair dès le début. Et une stratégie peut donc être évidemment, si vous faites un poste, on ne propose pas de télétravail et ciao, bon, ça va peut-être pas intéresser beaucoup de personnes. Par contre, vous pouvez réfléchir à qui est intéressé par une entreprise qui ne propose pas de télétravail. Typiquement, des extravertis qui ont vraiment beaucoup besoin de voir du monde au quotidien et tout ça. Et donc, on a un client à Maurice, d'ailleurs, qui est assez exceptionnel en la matière, qui propose tous les jours des jeux de société entre collègues, toutes les semaines, des petites soirées. Ils forment même leurs collaborateurs à être DJ, etc. Parce que c'est une vraie team d'extravertis. Et ils recherchent des profils comme ça qui s'épanouissent justement dans le fait de venir au bureau tous les jours, de voir les collègues, de vivre des vrais moments entre eux. Et donc, on communique là-dessus. On communique pas uniquement sur le fait, on propose pas de télétravail. On communique sur le fait, nous, on est une team qui aime se retrouver tous les jours au bureau, etc. Et donc, on va évidemment attirer des personnes qui sont plutôt sensibles à ça, plutôt que des personnes qui recherchent du remote ou qui préfèrent être chez elles, tout simplement. Donc, ça sert à rien d'enjoliver la réalité. Il vaut mieux trouver justement qui est-ce que votre réalité peut séduire et la meilleure manière de la mettre en forme et de communiquer là-dessus. Merci Charlène pour tous ces conseils. Et je passe à la prochaine thématique, qui est cette thématique, on va dire, inbound, nurturing et entretenir le vivier de talent. Du coup, si on parle donc de ces 3 sujets qui sont assez larges, mais là, on va peut-être plus se focus sur la partie inbound et nurturing. Aujourd'hui, en quoi la mise en place d'une bonne stratégie d'inbound et de nurturing, comment ça peut vraiment contribuer à attirer plus de candidats qualifiés? Et je donne un tout petit exercice supplémentaire. En quelques mots, définir stratégie d'inbound et nurturing, juste avant de répondre à la question, rapidement. Allez. Inbound, c'est tout simplement attirer sans prospecter. Donc, côté marketing, Johanna pourra nous le dire, mais c'était effectivement le contre-pied du porte-à-porte, etc., de la sollicitation, du démarchage téléphonique. C'était plutôt mettre des petites graines sur le chemin des prospects pour qu'ils viennent à toi quand ils ont envie d'acheter. Donc, côté recrutement, c'est la même chose. Moi, j'appelle ça recruter sans chasser. C'est effectivement être suffisamment visible pour que les candidats aient envie de postuler avant même que tu les démarches ou avant même que tu mettes une offre d'emploi. Je sais pas, Johanna, si tu veux compléter ma définition de l'inbound. Elle est très bonne, c'est ça. Faut s'imaginer un aimant et donc on attire les candidats ou dans le cas du marketing, les prospects, les acheteurs à soi, alors que l'inverse, ça s'appelle l'outbound. C'est on va aller attraper, de démarcher des gens via des appels de prospection. Donc elle est très bonne ta définition, c'est tout à fait ça. Sophie, la règle du marketing valide. Et le nurturing, c'est le fait d'entretenir, donc en recrutement, notamment votre vivier. Vous savez, tous les candidats qui ont postulé il y a quelques temps et qui dorment dans votre ATS, si vous avez un ATS, et qui dorment dans votre fichier Excel, si vous n'avez pas d'ATS. Effectivement, tous ces candidats, c'est dommage parce qu'on sait que quand on entretient son vivier, il y a à peu près 80% des recrutements qui se font avec des personnes qui avaient déjà postulé. Donc, le nurturing, c'est tout simplement le fait d'entretenir son vivier, si on ne veut pas faire d'anglicisme. Et ça peut prendre plein de formes. Mais je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Ouais, c'est de venir cultiver en fait et communiquer de manière régulière avec ses candidats. Donc ça peut être par leur envoyer des communications, par exemple des emails, leur donner des nouvelles de l'entreprise. Si vous avez un blog sur votre site carrière, de leur partager les articles de blog, les événements auxquels vous participez, les tenir au courant naturellement des nouvelles offres d'emploi qui pourraient les intéresser. C'est vraiment continuer cette communication avec les candidats. Et en fait, c'est génial parce que de faire ça, ça permet d'avoir des candidats pour le prochain poste similaire que vous allez pouvoir ouvrir, et ça coûte au final moins cher en termes de temps et de temps passé en fait, parce que c'est de la fidélisation, ce qu'on appelle en marketing. On va venir fidéliser des gens qui sont déjà avec nous, qui sont déjà présents dans notre ATS, plutôt que devoir acquérir de nouveaux candidats. Donc c'est ce parallèle à nouveau marketing, acquisition, fidélisation. Il est là en fait, et ça c'est hyper top.
il y a des façons de le faire, des outils qui permettent de faire ça. Je sais que sur Talent Recruiting, où on a une fonctionnalité de vivier de talent qui est très développée, où on peut vraiment pouvoir continuer à communiquer avec les candidats assez facilement, envoyer des masses mailing si on a besoin à des candidats. Par exemple, on ouvre un nouveau poste de responsable commercial, on peut déjà chercher, on a besoin de quelqu'un qui ait le permis B, qui sait parler français-allemand, par exemple. On va pouvoir facilement chercher dans Talent Recruiting ce type de profil qui est dans le vivier talent, et d'avoir établi cette communication, garder cette communication, ça va faire qu'on a des chances que ces personnes, si elles sont toujours à la recherche d'une opportunité, répondent quand on les sollicite à nouveau et qu'on peut recruter à nouveau. Merci pour vos retours. Et justement, vous avez toutes les deux mentionné le fait qu'il est tout aussi important de maintenir le lien avec les candidats qu'on a pu regarder et qu'on a pu rencontrer ou même recevoir des CV. Et c'est d'autant plus vrai que je sors de mon rôle de poser des questions pour amener aussi un élément qui est qu'il y a une étude qui a été faite l'année dernière par Laurent Brouat, qui est donc le fondateur des Talents Narratifs et qui justement via son entreprise vraiment à la page de toutes ces tendances RH, etc., data, etc. Et donc, du coup, pour venir à mon point, c'est qu'il a été, dans une de ses études, vu que 40% des personnes qui ont été embauchées se trouvaient déjà dans la TS. Donc, en gros, ça veut vraiment dire que même si peut-être vous n'avez pas assez de bonnes candidatures, peut-être qu'en fait, la personne idéale est déjà dans votre ATS. Donc, il y a vraiment cette importance, je pense, à d'autant plus, comme vous l'avez dit, maintenir le lien avec vos candidats. Parce que le problème, c'est que si vous ne maintenez pas le lien ou que l'expérience du recrutement a été mauvaise, peu de chances que les gars, vous les recontactez après pour un nouveau poste, ils vous disent oui. Alors, c'est dommage. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez rebondir là-dessus, s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou pas. Mais... Ouais, complètement. En fait, comme tu disais, notre titre, il est un peu provocateur, mais c'est la réalité derrière ça, c'est que souvent, on se dit, on n'a pas de candidat. Encore, on n'a pas le bon candidat. Et pourtant, il y a souvent deux réponses à ça. Le bon candidat, sans doute qu'il est déjà dans votre ATS, comme tu nous l'as montré avec le chiffre de Laurent, mais tout simplement s'il a postulé à un moment donné, que vous n'avez pas donné de réponse négative, constructive, pas juste un mail comme ça qui est parti, il y a des chances qu'il parte du principe, en fait, cette entreprise ne voulait pas de moi, ou en tout cas, je l'ai éliminé mes possibilités, donc il ne repostulera jamais. Si vous déjà, si vous n'avez pas poigné la réponse négative et que vous n'entretenez pas le lien. Et deuxième cas de figure, peut-être tout simplement que la personne n'a pas connaissance, comme je disais tout à l'heure, de votre opportunité. Et l'intérêt d'une stratégie d'inbound, c'est justement d'aller toucher des personnes auxquelles vous n'avez pas pensé. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une banque, et quand je suis arrivée, notre persona candidat, il avait un bac+5 en finance, un bac+5 en banque. Et on se rendait compte que ces profils-là, ils ne restaient pas chez nous, parce qu'en fait, ils ne s'épanouissaient pas sur les postes que l'on proposait. Donc, je me suis rendu compte petit à petit qu'on avait un persona qui était génial, qui était un ancien courtier d'assurance, un ancien agent immobilier indépendant, en fait des personnes qui n'avaient pas forcément de diplôme, mais qui étaient indépendants, qui avaient les connaissances du coup bancaires, financières, et qui avaient envie de revenir au salariat. Mais ces personnes-là, elles ne regardaient pas nos offres d'emploi, parce qu'en fait, elles ne savaient même pas que les banques pouvaient recruter ce type d'opportunités. Donc comment est-ce que on peut aller les toucher? C'est justement en créant du contenu, etc. Donc l'intérêt de l'inbound, c'est justement d'aller faire savoir à des collaborateurs, à des candidats potentiels qu'en fait vous recrutez aussi sur ces métiers, parce que parfois, tout simplement, ils ne savent pas qu'ils sont dans votre cible. Donc ça, c'est un point important. Et aussi, tout simplement, parfois vous-même en tant que recruteur, vous ne savez pas que ça pourrait être un super bon candidat, donc vous n'allez pas aller le chasser. Lui-même ne va pas postuler à votre offre, parce que dans votre offre, c'est pas dit justement que vous êtes ouvert à d'autres types de profils. Donc le meilleur moyen, justement de les attirer, ça va être une stratégie d'inbound où vous allez avoir défini votre persona, vous allez créer du contenu qui l'attire, il va venir à vous, et là le match va opérer.
Tout à fait. Et pour la création de contenu, il faut penser à tous les canaux de communication qui sont à votre disposition pour créer du contenu. Donc, quand on a un site carrière, on en reparlera un petit peu après, mais c'est idéal parce qu'en fait, on peut accoler un blog au site carrière et publier là du contenu, donc le blog écrit sur les problématiques que peuvent rencontrer vos candidats persona, sur votre entreprise aussi en elle-même, la culture ou des expériences d'anciens candidats qui viennent de commencer ou qui sont là depuis des années et qui peuvent témoigner en fait de la vie dans l'entreprise. Mais aussi sur les réseaux sociaux, il faut toujours se demander où est-ce que sont mes candidats au quotidien, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas en train de travailler, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, est-ce qu'ils sont sur TikTok, est-ce qu'ils sont sur Instagram, et utiliser ces canaux de communication pour diffuser vos contenus, notamment les articles de blog dont on vient passer, pour amplifier cette visibilité. Et le fait de communiquer partout va vous permettre d'être visible sur Google, où peut-être des candidats vont chercher, mais aussi aujourd'hui de plus en plus sur des outils comme ChatGPT, etc., qui vont se servir de ce contenu pour pouvoir proposer votre entreprise. Imaginez un candidat qui dit je cherche un travail dans tel secteur, grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir ressortir sur ChatGPT. Donc vraiment hyper important d'avoir une stratégie de contenu qui soit étoffée. Top. Merci pour les précisions. J'ai vu une question de Florent. Je ne sais pas trop comment on peut y répondre dans le sens où comment faire quand c'est la personnalité du candidat qui ne va pas. Bon, j'imagine que là, c'est pas faire grand-chose. Ça ne matche pas, non? Il y a quand même des moyens en amont. D'ailleurs, je crois que c'est un partenaire Recruity, Assess First, typiquement. Oui. Il y a des outils d'évaluation des soft skills. Donc, tout simplement, déjà, la personnalité du candidat qui ne va pas, Florent, c'est pas universel. Elle va pas peut-être pas pour ton organisation, peut-être pas pour un métier, mais elle correspondra à un autre. Donc, moi, personnellement, j'ai été utilisatrice d'Assess First pendant mes 10 années de recrutement parce que ça m'avait permis justement de dresser la personnalité idéale pour un poste, pour une agence, pour une équipe et de vérifier à chaque fois par donc un questionnaire si ça matchait avec le candidat. Mais il faut pas partir du principe qu'il y a pas une personnalité qui fonctionne pour toutes les entreprises. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, typiquement avec l'introversion et l'extraversion, selon si vous proposez du télétravail ou au contraire pas de télétravail. Donc ça, c'est important de se poser aussi sur la personnalité idéale qui est recherchée pour ce manager, cette équipe, ce métier, ton entreprise. Est-ce que tu as des moyens de l'évaluer et donc, si tu n'as pas d'outils, il faut le faire à la main, mais c'est compliqué. Et sinon, se tourner vers des outils d'évaluation des soft skills comme Assessment. J'ai pas forcément là de concurrent, je pense pas à un concurrent, mais si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Les Trimoji, exactement, Trimoji. Effectivement, ça peut t'aider. Et ça peut t'aider à le faire de manière industrielle et pas biaisée parce que c'est pas humain et c'est plutôt algorithmique. Quelque chose qu'on peut faire aussi en interne, c'est de regarder aussi quels sont les meilleurs candidats, enfin les meilleurs profils dans mon entreprise déjà, quelles sont ces personnalités. Par exemple, chez Talent, pour nos commerciaux, on se rend compte que c'est des gens qui ont des profils de chasseurs. Et comment on en est arrivé à là, c'est grâce aux entretiens annuels qu'on fait tous les ans. On a notamment un outil Talent HR Grow qui permet en fait de faire tous ces process d'entretien annuel de manière digitalisée. Et en fait, on peut mapper les compétences clés, hard skills et soft skills des candidats sur les postes de commerciaux. Et il en est ressorti en fait que c'était ceux qui avaient un profil de chasseur et qui avaient ce type de personnalité qui fonctionnait le mieux. Et donc, du coup, on peut se servir de cette donnée-là et regarder en interne qu'est-ce qui marche, quels sont les bons talents pour après aller recruter ce type de personnalité. Donc, on peut vraiment s'auto-analyser pour améliorer notre recrutement derrière et vraiment se servir de la donnée pour ça. C'est intéressant. Merci. Je vous propose qu'on passe à la prochaine thématique. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat qu'on a déjà répondu. Mais voilà, si vous avez des interrogations ou des besoins de précision, n'hésitez pas. Et du coup, je passe à la thématique suivante. Quand on a préparé donc, ce webinaire, on a aussi vu que l'une des raisons qui pouvait s'expliquer au fait que les pénuries de candidats, c'est soit que les offres d'emploi aujourd'hui, ça ne suffit plus pour attirer des candidats, mais aussi une possibilité qui est que aujourd'hui, les candidats ne vont plus forcément au bout d'un process de recrutement. Et la question que je vais avoir, c'est, on va commencer par la première qui est sur la partie pourquoi les offres d'emploi ne suffisent plus. Comment ça se fait? Quels sont
suggestions ou vos idées par rapport à cette affirmation qu'une simple annonce ne suffit plus pour attirer un candidat? Tu veux y aller, Johanna, ou j'y vais? Moi, je pense qu'il y a de multitudes de raisons, notamment le fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'instantané. De plus en plus, on a les réponses tout de suite à nos questions. Tout va de plus en plus vite. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que vos candidats, ils sont pas sur les canaux ou les outils qu'on avait avant. C'est vrai qu'avant, on candidatait avec un CV, une lettre de motivation. Aujourd'hui, soit on les fait faire avec des outils et ça s'automatise, ou alors les candidats ont peut-être un petit peu plus la flemme de remplir des formulaires, etc. Et il y a des nouvelles façons de recruter qui émergent. Je pense par exemple au recrutement avec WhatsApp, donc où c'est pas juste communiquer avec les candidats sur WhatsApp, mais c'est que les candidats peuvent candidater et faire tout le processus de candidature sur WhatsApp. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ils ont plus besoin de télécharger, de remplir s'ils sont sur leur ordinateur, de remplir de télécharger leur CV, leur lettre de motivation. Ils peuvent démarrer une discussion. En fait, la candidature va se faire par une discussion. À un moment donné, ils peuvent prendre en photo leur CV et l'envoyer directement dans WhatsApp. Mais ça fonctionne hyper bien, notamment sur les profils plutôt col bleu, donc les gens qui vont travailler dans la restauration, dans la logistique, la construction, parce qu'ils sont pas forcément face à leur ordinateur, dans leur quotidien, ils sont plus sur leur mobile et ils sont sur WhatsApp. Et on se rend compte en fait que il y a 97% des gens qui vont ouvrir au quotidien et répondre à leurs messages WhatsApp contre 15-20% sur les emails, donc vachement plus efficace. Donc en fait, pour eux, c'est hyper facile, c'est des nouvelles façons de recruter parce que ils vont peut-être imaginer se balader dans un centre commercial, voir une enseigne, je sais pas, Naf Naf parce que je suis une fille, et pourquoi pas citer celui-ci et voir on recrute, scanner un QR code et candidater de cette manière-là en voyant un message. Et ça change vachement en fait la façon de faire. Donc c'est vraiment, je pense aussi dû à l'évolution de notre société, mais aussi ça dépend énormément des types de profils que vous recrutez. Voilà. Il me venait en tête. Et je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à WhatsApp. Là, je vous mets un petit bandeau sur le vrai webinar et un commentaire sur LinkedIn. On a fait donc un webinar il y a de ça un petit mois pour vous présenter justement notre nouvelle fonctionnalité dont on est les seuls à avoir le monopole actuellement, qui est donc le recrutement via WhatsApp. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à le regarder. C'est un sujet qui a dépassé nos attentes quand on a fait ce webinaire-là. Énormément d'inscrits, beaucoup de questions. Donc, il y a un vrai sujet. Ça peut vous intéresser pour justement répondre à ces pénuries de candidats et peut-être vous faciliter la vie dans certains secteurs. Voilà, je laisse encore tourner quelques instants si vous voulez le regarder. Enfin, cliquez dessus plutôt. Pas Johanna, Charlène, pardon. Est-ce que tu voulais rebondir là-dessus ou pas sur ce qu'avait dit Johanna? Bah, je trouve, non, Johanna était très exhaustive. Je rajouterais juste que gardez en tête que 80% des personnes qui sont en poste ne sont pas des actifs dans leur recherche d'emploi. Donc, bah, c'est sans doute votre cas, vous qui nous regardez, en tout cas 80% d'entre vous. Si vous n'avez pas envie de changer de job, est-ce que vous allez lire les offres d'emploi? Ben non, parce que vous n'avez pas envie de changer de job, donc vous n'allez pas vous amuser à aller lire des offres d'emploi. Sauf si vous êtes recruteur et que vous faites votre veille pour voir comment les concurrents écrivent les offres. Donc déjà, si on n'est pas en recherche d'emploi, on ne lit pas les offres. Et en plus, on sait très bien qu'en 2026, et c'était le cas aussi il y a 2 ou 3 ans, si on est suffisamment visible sur les réseaux, même si vous ne lisez pas les offres et que vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez vous contenter des recruteurs qui viennent vous solliciter. Parce qu'on reçoit tous des propositions d'emploi directement dans nos DM. Donc, on élimine, si on publie que des offres d'emploi, on élimine les personnes qui ne cherchent pas d'emploi et même celles qui peuvent y être ouvertes, mais qui se disent, bon, de toute façon, ça sert à rien que je m'embête à postuler à des annonces qui me donnent pas envie. Parce qu'en plus, il y a déjà des recruteurs qui nous contactent. Donc, clairement, c'est aussi les raisons qu'il faut y faire. En plus des raisons plus comportementales qu'évoquait Johanna, aujourd'hui, les offres, et si elles sont basiques, si vous contentez juste de publier des offres et pas, encore une fois, de construire une marque employeur forte, personne n'a envie de lire vos offres. Et au-delà de lire donc des offres, aujourd'hui, toi, ce serait quoi tes conseils pour justement permettre d'optimiser en fait l'expérience donc, du candidat pendant le processus de recrutement afin
justement d'augmenter ce taux de conversion entre la personne postule et va jusqu'au bout et in fine est recrutée. Donc, c'est quoi tes conseils? Et une double question en un. Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet par rapport à tout ce qui va être rapidité de réponse, clarté de communication, enfin tous ces éléments-là qui peuvent sembler basiques, mais qui ne sont pas forcément toujours le 100%. 100%, comme le disait Johanna, c'est un petit peu, enfin, regarder plus largement. On ne s'intéresse pas là juste aux attentes des candidats, mais aux attentes de nous en tant qu'individus. Je vous donne un exemple. Vous commandez une pizza ce midi, vous allez pouvoir suivre de bout en bout la préparation de votre pizza. Ça y est, le livreur l'a pris, il arrive, il est près de chez vous, il est en bas de chez vous. Après, on va vous demander votre avis. On va peut-être même vous envoyer un code réduction pour votre prochaine pizza pour demain, etc. Il y a une vraie relation, dans l'instantanéité. Quand on commande un colis, c'est la même chose. On suit étape par étape où il en est. Donc déjà, il y a ce point-là. Il y a le fait que quand on candidate aujourd'hui, ça fait partie de nos attentes, de nos habitudes, de savoir étape par étape où on est notre candidature. Donc c'est pas possible d'imaginer en 2026 candidater et 3 semaines après, toujours pas savoir où en est notre candidature. C'est fondamentalement impossible parce que c'est contraire à tout ce à quoi on s'est habitué depuis des années. Donc déjà, il y a ça. Il y a le processus long, opaque, où on ne sait pas où notre candidature en est. C'est pas possible. Et sinon, vous allez perdre des candidats. Et il y a aussi ce côté relation long terme, comme je le disais, on en parlait tout à l'heure, mais vous perdez tellement de candidats qui, à un moment donné, se sont intéressés à vous et vous n'avez pas fait un retour dans les temps, ou vous n'avez pas fait de retour du tout. Et du coup, ces personnes ne postuleront plus jamais. Donc, vraiment, soigner les candidatures négatives. Il y a des moyens de l'automatiser avec des messages types, mais surtout aussi dans la relation humaine. Et je sais que les entreprises qui prennent le temps d'appeler les candidats avec lesquels le recruteur a échangé pour leur faire un vrai retour construit, pour leur donner des conseils, etc. Eh bien, c'est des candidats qui, sont enchantés de l'expérience, vont recommander le recruteur. On voit de plus en plus de recruteurs qui ont des recommandations de candidats qui disent, il m'a refusé ma candidature, mais j'ai vraiment apprécié le processus avec lui, il m'a donné des conseils, j'ai peut-être même trouvé un job grâce à cette personne et il va peut-être même vous recommander d'autres candidats parce qu'il y a aussi le schéma où votre candidat vous dit finalement non, je vais refuser votre offre ou j'ai trouvé autre chose, mais s'il a eu une bonne expérience avec vous, il peut peut-être vous recommander des anciens camarades, des anciens collègues. Donc voilà, je dirais ces deux points-là qui me semblent primordiaux. Ça nous est arrivé chez Talent, on recherchait un profil et on avait refusé une personne. Et en fait, on a recruté un profil similaire. Bon, il y avait eu un petit décalage dans les process et on avait été recommandé par la personne justement avec qui on avait dit non, qui a recommandé quelqu'un qu'elle connaissait. Donc tout ça parce qu'on avait établi cette bonne communication et relation avec le candidat. Donc ça peut être super efficace. Et pour juste faire un parallèle avec les outils, les solutions qui sont mises en place pour éviter d'oublier des candidats, parce que ça peut arriver à tout le monde. Là, vraiment, la recommandation, c'est de se doter d'outils en fait qui vont permettre d'automatiser les réponses. Donc, faire attention pour que ça soit quand même assez personnalisé, que ça soit pas une réponse trop standard quand on répond négativement à des candidats, notamment quand c'est dans des processus de présélection. Mais aussi de pas oublier en fait les ATS, ils vont permettre de mettre des notifications, d'amener des rappels qui vont nous dire là on a du retard sur ce candidat, il faut répondre, et on peut paramétrer tout ça à l'avance pour qu'on ait un processus de recrutement qui soit bien clair sur les délais et de réponse qu'on veut donner aux candidats, ce qui nous permet d'oublier aucun candidat, parce que c'est le pire quoi. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde d'un jour postuler à une offre et d'attendre et de regarder ses emails, son téléphone, et d'attendre la réponse du recruteur et de pas l'avoir. Et en fait, après, on reste avec un sentiment hyper négatif sur l'entreprise. Je pense qu'on peut déjà se dire, parce que même quand on a un super ATS comme Recruity, il y a une facilité qui est de faire un message automatique sans réponse de notre part sous 3 semaines. Veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue. Vraiment, si vous utilisez ça, je vous le dis, arrêtez tout de suite, parce que c'est pas un vrai retour négatif. Et dans le cas que tu présentais, Johanna, on peut très bien imaginer que j'ai postulé dans l'entreprise de mes rêves. Ça fait 3 semaines et un jour, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. J'ai toujours cet espoir que ce soit le recruteur de la boîte qui m'a appelé. Donc les délais de 3 semaines, c'est pas des vraies réponses négatives, et vos candidats, ils restent encore dans l'attente et du coup dans la déception. Donc voilà, prenez le temps de votre ATS en complicité Recruity vous permet forcément de faire des messages types, d'avoir plusieurs possibilités et de faire un peu mieux que juste un message d'attente. D'autant plus que ce sujet-là, en plus, ça a été traité récemment par Audrey Dufresne, qui avait fait un post à ce sujet-là par rapport
au manque de réponse des recruteurs et que c'était aujourd'hui plus très acceptable à l'heure de tout ce qui est automatisation pour assurer le suivi des candidats. Audrey Dufresne, qui est l'ancienne DRH de chez Le Hibou. Je vois que le temps file. Il nous reste 2 sujets à traiter. Le prochain, je vous propose de le traiter. On avait 2 questions, je vous la fais un combo de questions. Tout à l'heure, l'une d'entre vous a parlé du site carrière. Aujourd'hui, pourquoi le site carrière, quand il est bien conçu, permet vraiment d'attirer des candidats et comment en fait on crée un bon site carrière aujourd'hui pour répondre à ces problématiques. Qui veut se lancer? C'est difficile de synthétiser. Je dirais, repensez à tout ce qu'on s'est dit, de savoir qui sont vos personas, du coup, quel type de contenu, etc. ils consomment, quel type d'informations ils recherchent aussi, pour leur proposer du coup une expérience adéquate. Et moi, j'adore les sites carrières qui proposent plusieurs univers. Il y a celui de Doctolib qui est très bien fait là-dessus. Il y en a d'ailleurs plein aussi chez Recruity. Et en fait, quand j'arrive sur le site carrière, je vais pouvoir dire je suis alternant, je suis commercial, je suis IT, et je vais avoir 3 univers un peu différents qui s'ouvrent à moi, et du coup, peut-être du vocabulaire qui est différent, même peut-être des couleurs, des formats, etc. qui sont différents. Donc, adaptez-vous à votre persona là aussi. Ouais, puis les sites carrières, il faut peut-être que comme ça fait peur. Un site internet, il va falloir demander à l'IT, il va falloir demander au marketing de le créer, mais en fait, les ATS, ils permettent aujourd'hui notamment Talent Recruity, ils ont des modules sites carrière qui sont préconçus. Donc, on peut très facilement en fait créer son site carrière sans devoir passer par l'IT ou savoir coder, etc. C'est déjà préconçu avec des modèles et des systèmes de blocs qu'on peut bouger, etc. Donc, très facilement, on peut créer un site carrière et l'adapter en fait vraiment à l'image de l'entreprise. Et aussi travailler une partie importante, là je fais un parallèle par rapport au marketing, c'est le SEO du site carrière. Donc le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, pour que ce site carrière en fait il soit trouvable dans Google, et que vos annonces en fait elles soient trouvables dans Google et votre contenu soit trouvable dans Google. Et ça aussi, c'est des choses qui sont déjà pré-intégrées dans des sites carrières, notamment celui de Talent Recruity dans cette fonctionnalité, où tous les paramètres SEO sont hyper faciles à compléter. Et voilà, derrière en fait ça vous enlève une belle épine du pied, parce que s'il faut demander à l'IT ou au marketing de créer un site à part entière, ça peut prendre du temps, rallonger les process, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont déjà toutes prêtes, qui existent. Merci pour vos conseils RH et marketing pour un bon site carrière. Je pense que ça va aider, même si voilà, on couvre rapidement le sujet. La problématique au global est dense et on l'a traité avec pas mal de sous-parties. Avant qu'on attaque à la dernière, 2 informations. Oui, il y aura un replay. C'est une question qu'on a eue sur LinkedIn, donc ne vous inquiétez pas, il y a un replay qui vous sera envoyé tout juste après le webinaire, normalement, dans l'après-midi, pour revoir donc les différents éléments. Et toujours, deuxième point, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va essayer de vite avancer sur le dernier sujet pour vous laisser du temps de poser des questions, même si on pourra évidemment déborder un petit peu si vous avez des questions par rapport à l'horaire qu'on avait fixé. Donc voilà, là on a parlé de tous ces actions qu'on pouvait mettre en place vraiment d'un point de vue recruteur, d'un point de vue daily basis, je l'ai pas tout quotidien, on va dire. Mais aujourd'hui, si on parle d'outils, vous en avez parlé à plusieurs reprises de l'importance donc de l'ATS et comment il peut aider sur la partie vivier de talent, nurturing, etc. Une question que j'ai, ceux qui n'ont pas d'ATS, justement, en quoi l'absence de cet outil dans un processus de recrutement qui va être structuré va justement accentuer les précédentes problématiques qu'on a évoquées sur la partie nurturing, sur la partie vivier de talent, etc. Je pense que si vous n'avez pas d'ATS et que vous nous écoutez, là, vous vous dites depuis tout à l'heure, c'est bien beau tout ce que Charlène et Johanna racontent, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Parce que le vrai sujet, quand on n'a pas d'outils, c'est que c'est hyper compliqué. Typiquement d'avoir des modèles de réponse. 2, de pouvoir nurturer son vivier. 3, de pouvoir avoir des KPI aussi pour nous montrer, faire de la B-testing, ce qu'on appelle en marketing. Donc, tester 2 offres d'emploi, voir laquelle fonctionne le plus sur les commerciaux, laquelle plus sur l'IT. Tout ça,
franchement, en 2026, sans ATS, bon courage, je dirais. Donc, pour moi, c'est effectivement un risque, du coup, d'avoir des candidatures dispersées quand on n'a pas d'ATS. Ça veut dire, je sais pas vraiment comment on fait pour récupérer les candidatures si c'est par mail. Au secours. Mais en tout cas, du coup, ça veut dire des candidatures dispersées, donc des candidats qui n'ont pas de réponse. Donc, on en revient à tout ce qu'on a dit avec Johanna sur le fait que ce soit un peu dramatique d'avoir des candidats qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, des candidats qui soient oubliés, pas de KPI, pas de vivier structuré, pas de facilité à animer son vivier, pas de réponse. Bref, tout ce qu'on vient de dire, en gros, pour moi, c'est pas possible sans ATS. Je serais tout simplement, c'est comme ça que je résumerais ça, Maxime. Mais je sais pas toi, Johanna, ce que tu en dirais. Non, bah oui, c'est sûr, c'est voilà, travailler avec des emails, des fichiers Excel, c'est voilà, augmenter le risque d'erreur, d'oubli des candidats. C'est voilà, aujourd'hui, la digitalisation des outils, elle se fait surtout en fait. Donc c'est sûr que voilà, apprendre un ATS, ça permet de structurer en fait, de structurer son recrutement et son process de recrutement dans un seul et même endroit. Tout est centralisé et on peut vraiment gérer le process de A à Z, donc de la demande de création de poste, à sa validation, à la création et publication d'offres d'emploi sur tous les job boards qu'on va vouloir et qu'on va pouvoir sélectionner en fonction de la pertinence et le type de candidat qu'on recherche. On va pouvoir voir les profils, tous les gens qui candidatent. Tous les jours, on a une petite notification. Ah, vous avez X nouveaux candidats dans Talent Recruity. Pouvoir faire bouger les candidats sur une vue un peu pipeline qu'avant. On va pouvoir voilà, les bouger et automatiser des réponses ou planifier des interviews téléphoniques. Et derrière, avoir toute cette partie, en effet, ce que tu dis, reporting, hein, où on va pouvoir voir, OK, bah, quels sont les job boards qui fonctionnent le mieux, où est-ce que je perds des candidats, quels sont mes meilleurs recruteurs si j'ai une équipe. Enfin, voilà, tout ça, on va pouvoir faire une analyse et qui va pouvoir après venir, on va pouvoir s'en servir pour aller voir notre responsable RH ou même notre directeur général et dire, voilà où on est bon, là où on n'est pas bon et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en fait, c'est comme en marketing, c'est la recherche constante de l'amélioration, donc l'analyse de ses performances et l'amélioration de ce qu'on fait pour voilà, être toujours meilleur et avoir de meilleures candidatures et talents au final. Merci pour vos réponses. Je fais encore une fois un crochet par rapport à ce que tu as dit, Charlène, notamment sur la notion de KPI, d'autant plus qu'on a eu des questions là-dessus. Avant de répondre aux questions, comme par hasard, fin d'année 2025, on a fait un super webinaire avec Charlène qui parlait justement de l'importance de la bonne data et des bons KPI RH. Cette fois-ci, Charlène était accompagnée de l'une de nos clientes, Clémentine, de chez Valoriadé. Si vraiment la notion de KPI RH, de data est quelque chose qui est important pour vous, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Là, je l'ai mis en bandeau sur Goldcast et en commentaire sur LinkedIn. Vous avez vraiment un beau duo qui vous parle de ce sujet-là et comment prendre en main cette donnée et surtout comment en fait elle va vous aider au quotidien, que ce soit juste dans vos recrutements, mais aussi par rapport à la direction qui peut parfois avoir des questions à ces sujets-là. Voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Il y en a des questions. Une question de Florent, décidément, j'ai du mal. Mange votre prénom plusieurs fois. Donc, une personnalisation des KPI, c'est-à-dire, merci et je vous bombarde de questions. Comment on peut répondre rapidement à Florent par rapport à la personnalisation des KPI, même si je vous invite évidemment à regarder le webinaire où là, il y aura toutes les réponses. Bah déjà, il ne faut pas s'excuser, Florent. Nous, on est contents d'avoir des questions. Mais vas-y, Johanna, désolée, je t'ai coupé. Bah, peut-être que Karen, tu peux présenter les différents types de KPIs qui sont intéressants en recrutement parce que tu les connais un petit peu mieux que moi. Et puis moi, je peux un petit peu dire comment dans Talent Recruity, on peut paramétrer tout ça. Yes, bah, à vrai dire, je vais te renvoyer effectivement vers le replay où on détaille tout, du coup, Florent, sur les KPI, mais peut-être ce que je peux te dire dans personnalisation, c'est qu'en fait, d'un recruteur à un autre, d'une entreprise à une autre, je vous recommande pas forcément d'avoir les mêmes, je vous recommande même plutôt allez, on va choisir 3, 4 grands max, parmi, je sais pas, le time to hire, le time to fill, désolé pour tous les anglicismes, je vais me faire incendier. Mais effectivement, il faut en choisir 3, 4 qui sont soit vos pain points du moment, allez, encore en anglicisme, vos difficultés du moment, parce qu'il y a des managers qui râlent sur ce sujet, parce que tu sais que justement les candidats dans le NPS, ils se plaignent de ce point, etc. Donc, t'en choisis un, soit parce que tu sais que vous voulez vous améliorer, soit parce que c'est vraiment celui qui est stratégique pour vous. Effectivement, tu les mesures grâce à ça, typiquement. Johanna va nous le dire, mais effectivement, la personnalisation, c'est plutôt par rapport à votre contexte.
Et je pense que un même recruteur qui change d'entreprise va pas forcément suivre les mêmes KPI. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment des entreprises. Et en fait, dans Talent Recruiting, on a des modèles qui sont préconçus de reporting. Donc, on peut voilà, choisir différents types de modèles de report, en fait, de tableaux de bord qu'on va pouvoir prendre. Et on va pouvoir aussi venir les personnaliser nous-mêmes. Donc, il y a vraiment ce degré de cette granularité qui est permise par Talent Recruiting de pouvoir personnaliser exactement comme on le veut ces types de reporting. Mais en fait, même de manière générale, cet outil est super parce qu'on peut vraiment qui s'adapte vraiment en fait à vos besoins et votre processus de recrutement. Mais voilà, sur les dashboards et les statistiques, vous allez pouvoir venir personnaliser en fonction des KPIs qui vous intéressent et qui sont le plus pertinents pour votre entreprise. Et je vois qu'il y a une question de Gaëlle par rapport à ça et on va vous recontacter suite on va noter on va vous recontacter et vous demander à une personne de notre customer team de vous montrer comment ça fonctionne. Merci. On a ensuite une question sur LinkedIn, une question de Romain qui nous demande est-ce que Notion peut être considéré comme un ATS pour un indépendant pour vous? Bonne question. Comme un ATS, pas vrai. Enfin, oui et non. Moi, typiquement, j'utilise comme un CRM pour mes clients. Donc, on pourrait dire par extension que l'on peut. Je vois pas trop comment tu plugs, par contre, tes annonces. Mais bon, grâce à des outils d'automation, ça doit être possible. Par contre, comme un site carrière, oui, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça toujours plus simple d'avoir tout en un. Et je sais pas si vous avez des cas de figure d'indépendants qui utilisent Talent Recruiting. Non, très peu, je pense. Ok. C'est plutôt pour des entreprises. Souvent, les cabinets vont avoir des outils, soit des outils maison, il me semble, en général, surtout pour les gros cabinets. Après, ça peut quand même être utile, hein, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser. Après, pour les indépendants, difficile, je pense. Je pense qu'il y a peut-être des Ouais. alternatives. On a de la chance en France, on va dire ça comme ça, d'avoir pas mal de choix sur la partie ATS, recrutement et outils. Donc, à voir. Je suis d'accord. J'avais quelque chose de super intelligent à dire, mais je l'ai oublié en regardant quelque chose sur LinkedIn, une question qu'on vous posait. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à la partie ATS? Est-ce qu'on a couvert tous les sujets vraiment de comment un ATS peut justement permettre d'avoir combler en fait ce manque de talent ou pas de talent, mais de candidature plutôt, on va dire. Ouais, moi je réitère là-dessus. En fait, si vous voulez facilement appliquer tous les conseils qu'on a donnés avec Johanna, et je vous garantis, en plus, ce n'est pas volontaire de ma part, c'était assez spontané, mais là, je me dis, en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de le faire avec un ATS, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais effectivement, il faut vous outiller, c'est impossible de faire différemment. Non, c'est sûr, hein, je suis complètement d'accord. Ok. Et Il nous reste 2 petites minutes. Évidemment, nous n'avons bien personne à la porte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse y répondre. Plutôt Charlène et Johanna d'ailleurs. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. On va encore laisser un petit peu de temps. Regardez, je prolonge le webinaire de 15 minutes pour pas que ça coupe pour tout le monde. Avant qu'on ait des questions, je me permets d'abord de vous remercier toutes les deux d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce sujet. J'espère qu'on aura pu répondre, on va dire, aux interrogations des personnes qui participent. Et c'est aussi sur un autre sujet, là, on clôt chez Telen ce gros mois des webinaires qu'on a fait. Johanna sait de quoi je parle, où on a vraiment parlé de plein de sujets. Là, on vous parle de manque de candidats. La semaine dernière, on parlait vraiment de la partie ATS, où un de nos partenaires définissait vraiment ce qu'était un bon ATS et quelles étaient les différentes fonctionnalités qu'il devait avoir. Et ben justement, on s'y retrouve par rapport à ce que vous avez pu dire aujourd'hui et comme je l'avais dit aussi plus tôt, partie WhatsApp que je vous ai envoyé tout à l'heure. Est-ce qu'on a eu des questions en attendant que je fasse mon petit blabla? Et si jamais on n'en a pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas, Charlène, Johanna, par rapport à ce sujet? Un dernier conseil, un avis, une pensée sur la thématique Peut-être on en parlait tout à l'heure, mais à vrai dire,
On se plaint souvent qu'on a peu de candidats, mais juste réfléchissez à où sont vos candidats. Et déjà, je pense qu'ils se cachent dans votre ATS, ça c'est sûr. Je pense qu'on l'a expliqué. Mais globalement, sinon, réfléchissez sur quel réseau ils se trouvent, sur quels canaux. Et là, on parle beaucoup digital, mais c'est aussi physique. Donc, quelles écoles ils se trouvent? Est-ce qu'il y a des salons? Est-ce que même il y a, je ne sais pas, des festivals, des endroits où vous pourriez trouver votre persona idéal pour vous présenter à lui? Tout à fait. Et si vous avez d'autres questions sur Talent Recruity, que vous soyez déjà client, donc là, on va vous recontacter par exemple dans le cas de Gaël, mais pas client aujourd'hui et intéressé par notre solution, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je pense que Maxime va nous mettre une petite bannière avec le lien pour demander une démo de l'outil avec un expert RH qui va vraiment répondre à votre question par rapport à vos problématiques de recrutement à vous et comment Talent Recruity pourrait vous accompagner donc à trouver plus et plus de candidats et les bons candidats surtout on vous le souhaite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nos experts de recrutement RH. On a une question donc, de Florent. Si je ne me suis pas trompé, ma langue n'a pas fourché. Est-ce que vous avez des exemples par rapport au message type, réponse à personnaliser pour des retours ou il faut vraiment tout automatiser? Très mal posé la question, mais elle apparaît, j'imagine que vous pourrez la reprendre. C'est quoi votre conseil par rapport au message type? On automatise ou on fait des messages Hmm. Il y a un monde idéal et il y a un monde réel. Dans un monde idéal, t'as pas beaucoup de candidats parce que tu as bien ciblé, t'as une bonne stratégie d'une bande et du coup, tu croules pas sous les candidatures inadaptées et du coup, tu as le temps d'écrire de manière personnalisée à chacun de tes candidats. Il y a un monde réel où je sais très bien qu'on manque de temps quand on est recruteur et dans ce cas-là, tu peux automatiser, mais avoir peut-être une banque de allez, 10, 15 messages types, tu vois, avec 10, 15 cas de figure. Et je sais pas d'ailleurs si Talent Recruity vous proposez des modèles de messages, mais sinon aussi Si, l'IA peut t'aider à en rédiger. Ah bah voilà. si, on propose, on a des modèles types et on peut même personnaliser des champs en fait, comme ce qu'on fait dans les emails. Donc on peut, le nom qui change ou même une phrase qui peut changer, un bout de phrase qui peut changer en fonction du contexte. Donc il y a plein de choses qui sont permises pour que le message ait l'air personnalisé le plus possible. Après, moi mon conseil c'est quand on arrive au bout d'un processus de recrutement et qu'on doit faire une shortlist et qu'on sélectionne un candidat et qu'il y en a deux autres qui sont pas retenus, c'est ceux-là par contre de vraiment prendre le temps de la personnaliser pour faire un vrai retour sur le processus de recrutement et pourquoi on a pas retenu ce candidat. Je pense que ceux-là, il faut vraiment quand même prendre le temps de bien les personnaliser. Et aussi, au-delà des templates qu'on a dans Talent Recruity, Sharon t'a parlé d'IA, il y a aussi de l'IA qui est intégrée dans Talent Recruity pour vous aider aussi à formuler vos messages de refus ou n'importe quel message qui pourrait être automatisé dans le parcours de candidat. Bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas eu d'autres questions. Je regarde aussi sur LinkedIn si on n'en a pas eu à côté, mais je n'ai pas l'impression. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. De toute façon, si jamais vous avez des questions qui vous viendraient à l'esprit après le webinaire, vous avez dit mince, j'ai complètement oublié de poser ma question, ou vous dormez sur le webinaire et vous avez une interrogation, surtout n'hésitez pas à nous contacter, ou aussi Charlène, si jamais vous avez besoin d'une question, d'interrogation. Exactement. N'hésitez pas. Donc, si on est bon pour vous, je pense je vais vous remercier à toutes les deux encore une fois. Merci Florent pour votre commentaire, franchement incroyable. Merci beaucoup pour vos conseils très pertinents. Super, j'espère qu'on vous a aidé. Au moins, ça fait un bon feedback à chaud. Et je disais donc merci à toutes les deux encore une fois pour avoir participé à ce webinaire. Je vous laisse le mot de la fin. J'ai trop parlé déjà. Merci à toutes les deux pour ce webinaire. Avec plaisir. Ouais, merci et je vous souhaite à tous plein de bonnes candidatures. Merci à toutes les deux. Alors merci, mais merci aussi à qui nous regarde aussi. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, bon appétit.